Bonsoir, nous sommes le mardi 2 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal, votre actualité locale. Chaque jour décryptée par les journalistes de la rédaction, mais aussi nos invités. Tout de suite, les titres de cette édition. La police se modernise à Maurepas, plus de PV papier. Les policiers municipaux sont à présent équipés de smartphones afin de dresser des PV électroniques pour les infractions de stationnement et de circulation. Le CV vidéo, nouvel atout pour décrocher un entretien et séduire les recruteurs. Décryptage avec un atelier organisé à la Maison de l'Emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines pour préparer la semaine de l'emploi. Enfin, si notre système solaire comptait une nouvelle planète, c'est ce qu'annoncent deux chercheurs américains. Élément de réponse avec le Latmos dans notre chronique à suivre. Et c'est une petite révolution qu'a connue la police municipale de Maurepas en ce début d'année. Fini les traditionnels papiers laissés sur le pare-brise, les PV sont désormais électroniques. Les agents de Maurepas sont équipés d'un smartphone avec une application spécifique, une mesure qui concerne toutes les infractions liées à la circulation et au stationnement, comme nous l'explique Camille Lambert. Olivier et Carole entament leur journée comme tous les jours, mais depuis quelques semaines, leurs habitudes ont changé. Fini les traditionnels carnets verts, ils dégainent leur smartphone, place au PV électronique. Avec ce type d'appareil, on a tout dessus. On peut verbaliser, faire tout type d'infraction, du stationnement comme du code route pour ceinture, excès de vitesse. La police municipale de Maurepas s'est équipée de 7 appareils comme celui-ci, une valeur de 750 € chacun. Il possède une application agréée par l'État permettant à l'agent de surveillance de la voie publique de verbaliser les véhicules en infraction. Dresser un PV en 1 minute au lieu d'une quinzaine auparavant est maintenant possible. Un gain de temps, mais pas seulement. Plus de présence sur le terrain, comme ça la population, on va dire, générale nous voit quand même plus longtemps. Ça n'a pas l'air, une demi-heure, 3/4 d'heure de plus sur le terrain, c'est quand même important. Même si on fait une main courante ou autre chose, on est quand même à l'écoute de la population. On est plus près d'eux, et un petit peu plus longtemps. Depuis le poste central, le chef de la police municipale veille sur ses patrouilles. Grâce à un système de géolocalisation inclus dans les appareils, il visualise les agents à proximité d'un lieu spécifique, utile dans le cas d'une urgence. Donc, qui permet aussi aux agents de constater directement sur le terrain des faits qui peuvent se produire. On va prendre, je sais pas, une dégradation ou éventuellement une branche d'arbre qui va être en travers de la route ou un trou qui va être en formation. Donc directement, ils saisissent sur leurs iPhones et c'est retransmis directement ici au poste de police municipale. Et ensuite, on saisit les services compétents. Un désir de la nouvelle municipalité de moderniser son service. Testé depuis 2009 à Paris, le PV électronique devrait se généraliser à toute la France dans les prochaines années. Et la 20e semaine de l'emploi aura lieu du 12 au 19 février à Saint-Quentin-en-Yvelines. Afin de préparer cette semaine, l'agglomération organise différents ateliers pour répondre aux questions d'orientation, de formation ou encore de recrutement. Nous avons suivi l'atelier sur le CV vidéo, une pratique de plus en plus démocratisée et qui permettrait de se démarquer face aux recruteurs. Un reportage signé Fanny Bourdillon. Adieu le papier, place à la vidéo. Étudiants et demandeurs d'emploi se sont rendus à la maison de l'entreprise pour en savoir plus sur le CV vidéo. Un outil de plus en plus prisé qui intéresse Sabrine, étudiante en droit à la recherche d'un stage. On est tous liés aux réseaux sociaux, tout le monde a une page Facebook, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de concret et plus professionnel vis-à-vis du recruteur et du coup créer mon propre CV vidéo. Dans mon domaine, en tout cas, c'est super important d'avoir une image très professionnelle vu qu'on défend la cause d'autrui. Mais le CV vidéo reste un exercice difficile qui nécessite une certaine assurance devant la caméra. Francisco a monté sa société de communication audiovisuelle. Aujourd'hui, il veut prouver aux participants l'efficacité du CV vidéo. La caméra, c'est un vrai rempart, disons, qu'il faut dépasser pour donner le meilleur de soi. C'est mon travail aussi de mettre les gens à l'aise, de travailler, mais c'est un outil qui est vraiment maîtrisé puisqu'il y a un montage aussi. Donc je prends le meilleur de la personne, le meilleur de la prestation. C'est vrai que ça s'adapte plus au métier du tertiaire, disons, que les artisans ou autres. Si certains ont trouvé un emploi grâce au CV vidéo, d'autres cherchent encore. Un atelier « Comment convaincre en 2 minutes » sera organisé lundi prochain à la maison de l'entreprise. Car quoi qu'il arrive, il faudra toujours se démarquer devant le recruteur en entretien.
Et si cet atelier vous intéresse, sachez qu'il reste encore quelques places. Inscription sur saint-quentin-en-yvelines.fr. Et les vacances de février approchent à grands pas. Pour les étudiants, cela peut être l'occasion de travailler et d'ajouter, pourquoi pas, une ligne sur leur CV en passant le BAFA. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous proposez donc des sessions de formation au BAFA du 28 février au 6 mars qui vont se dérouler à Versailles. Pourquoi justement passer le BAFA? Quel est l'intérêt pour les jeunes de venir à ces sessions? Pour un jeune, c'est vrai que ça peut être un premier emploi, un emploi saisonnier, pour les étudiants notamment, puisqu'il y a un recrutement assez intéressant d'animateurs pendant les vacances d'été, pendant les vacances scolaires, et puis avec le changement de rythme scolaire, il y a beaucoup de communes qui sont en recherche d'animateurs tout au long de l'année. Alors justement, le BAFA, on peut le passer à partir de 17 ans. Exactement, il faut avoir 17 ans le premier jour du stage. Comment justement ça se passe? Quelles sont un petit peu les démarches pour pouvoir s'inscrire et passer ce diplôme? Alors déjà, le BAFA, en fait, c'est 3 sessions obligatoires pour valider le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le premier stage, c'est un stage d'une semaine qui est un stage théorique. Le deuxième stage est un stage pratique, ça veut dire que le jeune doit trouver une structure d'accueil, un centre de loisirs ou un centre de vacances pour valider ce stage pratique. Et le troisième stage est un stage d'approfondissement qui permet éventuellement d'avoir une spécialisation. Ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, ça peut être de passer le brevet de secourisme. Enfin, il y a différentes possibilités. Alors justement, est-ce que passer son BAFA, ça peut aider par la suite pour ses études? Ça peut être un point en plus, par exemple, qu'on passe des concours pour les écoles ou ce genre de choses? Oui, c'est vrai que c'est le cas, mais c'est vrai que la première chose, effectivement, c'est il faut avoir envie d'être animateur parce que c'est quand même une sacrée responsabilité. Ces jeunes animateurs vont encadrer des mineurs, des jeunes. Donc il faut vraiment avoir envie. C'est beaucoup de temps aussi consacré puisqu'il faut monter des projets, il faut encadrer ces jeunes. Donc ça mobilise complètement le jeune. Donc il faut vraiment déjà, la première chose, le premier critère en tout cas, c'est d'avoir envie d'encadrer d'autres jeunes. Et les qualités requises un petit peu pour justement pouvoir devenir animateur ou peut-être après directeur de centre par la suite? Les qualités, c'est effectivement, alors déjà, j'allais dire d'avoir un casier, ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais d'avoir un casier judiciaire vierge, parce qu'effectivement, encore une fois, il y a une réglementation pour l'encadrement de jeunes mineurs. Les qualités après, c'est bien sûr d'être dynamique, d'être force de proposition. C'est des journées bien remplies, comme je le disais, donc il faut aussi avoir beaucoup d'énergie. Donc il faut être passionné, tout simplement. Alors très pratiquement, justement, si on s'inscrit donc à cette formation du 28 février au 6 mars, on pourra peut-être travailler dès les prochaines vacances ou il faudra attendre l'été avant les vacances de Pâques? Alors c'est vrai qu'on met les sessions BAFA en place pendant les vacances scolaires puisque c'est le moment où les jeunes sont disponibles. Donc il faut avoir validé ces 3 sessions. Donc nous, on propose le 28 février prochain une session théorique. Ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'ils fassent leur 2e et 3e session pour être considéré comme animateur. Après, le stage pratique, c'est déjà une première expérience professionnelle. C'est vrai qu'en général, elle est rarement indemnisée. Donc, ils sont plus bénévoles, mais ça leur permet de valider le BAFA. Mais ils peuvent très, très rapidement, s'ils s'organisent bien, travailler pour l'été prochain. Pourquoi pas? Alors, cette formation a un coût, j'imagine? Tout à fait. C'est vrai sur les 3 sessions, il y a 2 sessions qui sont payantes. Alors nous, avec notre partenariat avec la ville de Versailles, on a sur la maison de quartier de Pré-aux-Bois le prêt de salles qui permet à l'organisme avec lequel on travaille de négocier le tarif. Donc on propose une session à 270 € qui permet justement de lever ce frein financier pour les jeunes qui souhaiteraient devenir animateurs. Est-ce qu'il y a peut-être des aides financières qui sont proposées aux jeunes qui souhaiteraient s'inscrire au BAFA mais qui n'ont peut-être pas les moyens? Oui, complètement, heureusement. D'ailleurs, vous pouvez trouver toutes ces informations sur un dossier qu'on réactualise tous les ans, le dossier BAFA que vous trouvez sur notre site internet, où là, on explique justement toutes les modalités. Alors, vous avez la CAF, principalement, qui propose une aide financière, et le conseil départemental. Et puis après, il y a des communes aussi qui s'investissent et qui proposent des bourses au BAFA pour leurs jeunes. D'accord, donc il faut se renseigner. Alors, une fois qu'on obtient le BAFA, comment ça se déroule après? Est-ce qu'on va du coup peut-être à la mairie de sa commune pour intégrer un centre de loisirs? Comment ça fonctionne un petit peu?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement déjà à proximité, sur les structures que l'on peut avoir fréquentées soi-même, d'aller les voir et de proposer ces services. Et puis après, il y a des sites internet qu'on met aussi dans ce guide, qui sont des bourses à l'emploi dans le domaine de l'animation, qui permettent de voir les structures qui recherchent des animateurs. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, parce que le BAFA a été créé il y a quand même pas mal d'années. Maintenant, c'est vraiment sur Internet que se font aussi les démarches? Oui, alors pour les jeunes qui seraient intéressés par notre prochaine session, il faut savoir qu'effectivement, il y a une inscription obligatoire, un numéro qui leur sera demandé. Il faut qu'ils aillent sur le site jeune.gouv.fr. Et là, ils vont, selon la région, cliquer sur leur région et avoir une démarche administrative à faire. En fait, leur dossier est dématérialisé. Et les 3 sessions, donc tous les commentaires seront en ligne et validés en ligne. Donc là, on parle du BAFA en tant que job d'été, mais après, ça peut déboucher également sur autre chose. Directeur de centre, ça, c'est aussi une carrière possible. Comment ça se passe justement après? Alors, c'est vrai que le BAFD, la différence, c'est qu'effectivement, on dirige un centre de vacances ou un centre de loisirs. Après, juste une petite précision, c'est vrai que le BAFA n'est pas un diplôme professionnel, même si effectivement on peut travailler avec le BAFA. Après, il y a des filières jeunesse et sport qui sont adaptées à quelqu'un qui voudrait se professionnaliser dans ce secteur d'activité-là, notamment le BPGEPS par exemple. Donc je le rappelle, il reste donc des places disponibles pour la saison du 28 février au 6 mars. Après, donc, ça se passe à Versailles. Vous retrouvez toutes les informations donc dans les locaux de Yvelines Information Jeunesse qui sont à Montigny-le-Bretonneux ou sur le site internet qui va s'afficher en bas de votre écran, www.yij70.org. Numéro de téléphone aussi également affiché. Voilà, n'hésitez pas à prendre ces informations. Il reste une vingtaine de places justement pour pouvoir en profiter. Merci beaucoup Laurence Cousin d'avoir répondu à nos questions. Tout autre sujet à présent, nous allons parler de la PMI de Magny-les-Hameaux. Elle pourrait fermer, une décision qui viendrait du conseil départemental, même si à ce jour aucune information officielle n'a été publiée sur un quelconque échéancier concernant ce souhait de fermeture du service de la PMI. Le maire de Magny-les-Hameaux a fait part de son opposition quant à cette décision via un communiqué. Il a émis la volonté d'obtenir un rendez-vous urgent avec Pierre Bédier, président du conseil départemental, en présence des conseillers départementaux du canton de Maurepas. Il est soutenu dans sa mobilisation par Aurore Berger, chef de file de l'opposition de la commune, mais aussi Yves Van Val, conseiller régional, et Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux et également vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, via également un communiqué. Ils ont souhaité que la décision relative à la fermeture de la PMI soit reconsidérée et si cette fermeture devait être malheureusement confirmée, il serait essentiel qu'elle soit compensée au plus tôt par la mise en place d'unités mobiles pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accès aux services publics. Une pétition concernant justement la fermeture de la PMI de Magny-les-Hameaux a été mise en ligne sur change.org. Parlons maintenant santé. Les médecines thérapeutiques orientales sont de plus en plus utilisées en Occident de nos jours, à l'exemple du shiatsu, cette technique de thérapie manuelle d'origine japonaise inspirée du massage chinois. À Saint-Cyr-l'École, Monique Pizzo est praticienne professionnelle de shiatsu. Elle nous a ouvert les portes de son cabinet. William L. pour ce reportage. Le shiatsu, c'est une technique de massage japonais. Donc c'est un massage où on travaille avec les pouces, les paumes et les coudes. On fait des pressions sur tout le corps et c'est basé sur l'acupuncture. Donc c'est en résumé un genre de digitopuncture. On travaille avec le poids du corps et la respiration. Rééquilibrer les énergies de son corps avec le shiatsu, cette méthode de massage thérapeutique basée sur le yin et le yang, fonctionne sur un système simple du donneur et du receveur. Le shiatsu est avant tout un partage. Il y a 365 points en acupuncture. Donc en fait, ces points, ils suivent des circuits d'énergie qu'on appelle des méridiens. Je travaille de la tête jusqu'à l'orteil. L'intérêt du shiatsu, c'est que c'est une technique globale, un travail global. Donc moi, je ne parle pas de technique, je parle plutôt d'un art, parce que la façon de faire la pression, c'est ce qui fait la différence entre un praticien et un autre. Pour son shiatsu, Monique travaille avec le poids du corps, la respiration et sur table. Chaque praticien exerce selon son enseignement. Je viens rechercher un petit peu d'énergie, de dynamisme, et c'est ce que me donnent les séances de shiatsu pendant quelques temps, quelques mois. Et j'essaye de faire 2 séances à l'année pour me rebooster un petit peu.
Utilisée généralement en tant que médecine préventive, en 2015, cette discipline a reçu une reconnaissance professionnelle du titre de spécialiste en shiatsu au répertoire national des certifications professionnelles. Et si le shiatsu vous a plu, je vous propose maintenant de découvrir le qigong, cette gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la maîtrise de l'énergie vitale, une méthode destinée à la santé, mais aussi au bien-être du corps. William L. encore lui a assisté à une des séances de formation à cette technique. Puis on inspire, on ouvre les épaules. Voilà, on descend. Améliorer sa santé et son bien-être intérieur en faisant corps avec la terre, le qigong, littéralement exercice de maîtrise de l'énergie vitale, est une méthode chinoise qui regroupe des techniques de gymnastique, méditation et de respiration. À Saint-Cyr-l'École, Monique Pizzo transmet son savoir-faire chaque semaine. Le qigong, c'est le travail de l'énergie par les mouvements. Donc on stimule le système énergétique du corps en faisant des mouvements avec les bras, les jambes. On se reconnecte avec son corps. Pour atteindre l'état de qigong, un travail d'installation est nécessaire, un travail qui passe par cette gymnastique physique jusqu'à l'harmonie totale des mouvements du corps et de l'esprit avec la terre. Quand on voit un arbre, c'est vraiment l'image du qigong. L'arbre, il est enraciné, donc il y a les racines, et il a les feuilles qui partent, ses branches qui partent vers le ciel. Et nous, on fait partie de la nature, donc on est comme un arbre. Donc il faut qu'on recrée ces racines. Donc le ressenti des racines se fait par le relâchement du poids du corps. Monique parle de plusieurs types de qigong, celui du singe ou de l'éléphant, une technique très symbolique qui aide à la représentation du corps dans l'esprit, chaque qigong ayant un effet particulier. Moi, je me sens particulièrement bien, détendue, zen, quoi. Bien prendre conscience de son corps, de son énergie, et puis après, oui, c'est un bien-être très agréable. Une méthode qui se décline en plusieurs variantes, mais qui doit être pratiquée régulièrement pour être bien maîtrisée. Pour Monique, le qigong, plus qu'une gymnastique du corps, est un art de vie. En 2006, l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale déclassait Pluton en planète naine. Notre système solaire repassait donc à seulement 8 planètes. Mais le 20 janvier dernier, il y a eu de la nouveauté. Deux chercheurs américains faisaient une annonce. Il y aurait une planète au-delà de Neptune et même de Pluton. Elle serait la 9e planète de notre système solaire. Pour nous en parler en plateau avec nous, ce soir, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors il faut d'abord apporter une précision. Ce n'est pas une découverte à proprement parler. Cette fameuse planète n'a pas encore été observée. Mais l'étude présentée le 20 janvier par Mike Brown et Konstantin Batygin, deux chercheurs du Caltech, le California Institute of Technology, est une grande avancée. Son existence n'est donc pas encore réellement prouvée, mais des éléments ont mis la puce à l'oreille des deux scientifiques. Ce sont les perturbations sur les orbites de certains objets, notamment les planètes naines, qui ont amené les scientifiques à l'envisager. Apurva Oza est étudiant en 2e année de thèse au LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale de Guyancourt. Il vient des États-Unis, il est spécialisé dans les exoplanètes et nous explique sur quoi les scientifiques basent leur idée. Pour dire un peu de contexte, ces autres objets, ils font partie d'une ceinture de Kuiper. Et ça, c'est après Neptune. Donc Pluton fait partie de cette ceinture. Il y a 1 sur 15 000 chances que tous ces objets qui sont concentrés de notre partie dans le système solaire, c'est par hasard. Donc si ça c'est 1 sur 15 000, c'est très très probable qu'il y ait une autre planète qui équilibre ces autres objets. Alors Mélanie, si j'ai bien compris, c'est seulement une chance sur 15 000 qui laisse penser aux chercheurs qu'il existerait une autre planète. Une chance sur 15 000, on va le voir sur l'écran, ça sera plus facile à comprendre. Ce sont surtout toutes ces orbites qui sont très ressemblantes, qui ont amené les scientifiques à penser qu'il existe une autre planète. Elle serait à une distance représentant 200 fois celle entre la Terre et le Soleil, ou encore 30 milliards de kilomètres, c'est quand même très très loin. Son orbite pourrait l'emmener donc très loin du Soleil, mais elle serait toujours dans notre système solaire. Alors, qu'elle soit solide ou gazeuse, qu'elle ressemble à Neptune ou comme à la Terre, c'est encore inconnu. Par contre, c'est sa taille qui est encore aujourd'hui très envisagée. La planète lui-même, il n'est pas du tout modélisé, c'est que l'orbite. Mais dans les modèles, pour avoir une planète qui est cette partie-là, avec les autres objets de ceinture de Kuiper, il doit être très massif. Et très massif, pour moi, c'est plus que 10 fois masse terrestre.
Alors gazeuse, solide, on n'en sait quand même pas beaucoup. On a beaucoup utilisé le conditionnel dans cette chronique, Mélanie, mais qu'est-ce qui a apporté une telle découverte? Une telle découverte, ça pourrait dire que le système solaire est plus grand que ce qu'on imagine. Ça permettrait aussi de lancer de nouveaux programmes d'observation, quitte à la découvrir définitivement. Comme dans toutes les recherches, ça peut prendre des dizaines d'années. Vous l'aurez compris, Florane, on n'est encore qu'au balbutiement de l'histoire de cette 9e planète. L'univers nous réserve chaque jour des surprises. Les chercheurs continuent donc à chercher, histoire à suivre. Eh bien, nous suivrons l'actualité de l'espace et de l'univers avec vous, Mélanie. Merci beaucoup. Autre sujet, à présent, ce dimanche, la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux accueillait le concert symphonique du Conservatoire de musique de la commune. La deuxième partie était réservée à l'orchestre symphonique avec une 50aine de musiciens. La première partie a permis aux différents élèves du conservatoire, comme vous le voyez à l'image, de montrer leur talent au public. Une première pour plusieurs d'entre eux qui avaient le trac, comme Michael Elmidrou qui a recueilli leurs impressions. C'est un travail important de préparation, à la fois en cours individuel d'instruments et bien évidemment en répétition. Alors on a des répétitions un peu particulières pour cette session symphonique qui est un peu comme un stage. Ça fait une semaine que les élèves répètent pour préparer cette session symphonique, ce programme symphonique. Et alors que les futurs bacheliers ont commencé à remplir leurs vœux pour les admissions post-bac, les établissements yvelinois ouvrent leurs portes pour mieux les guider dans leur future formation. Ce week-end, c'était le cas de l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. L'école, qui possède 9 hectares de jardins fruitiers et de potagers historiques, forme environ 130 diplômés. Les précisions au micro de Camille Lambert. Alors l'entrée à l'école se fait sur concours à bac plus 2 ou plus 3, enfin peu importe, mais c'est un minimum de bac plus 2. C'est un concours d'épreuves à la fois d'art plastique, d'écriture, d'analyse du paysage. Les journées portes ouvertes, c'est toujours un moment important pour une école. C'est l'occasion de montrer évidemment ce que font les élèves, d'accueillir peut-être des futurs élèves, mais également de faire revenir des anciens élèves. On peut facilement aller vers eux et, discuter de leur envie, d'où ils viennent, pourquoi ils auraient envie de faire ça. Et on donne aussi notre regard sur les années qu'on a passées à l'école. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, édition spéciale du journal du mercredi 3 février. Le préfet des Yvelines, Serge Morvan, sera en direct avec nous. Nous parlerons de son parcours, lui qui occupe ce poste pour la première fois de sa carrière depuis l'été dernier. Il sera question également de la prolongation de l'état d'urgence et plus globalement des répercussions de l'action du gouvernement dans le département. Serge Morvan qui réagira également au projet de fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Ne manquez pas cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société, objet du débat, la fin des 35 heures en question. Quant à moi, je vous retrouve demain avec Wilfried Richy pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.